À l'occasion de la Journée internationale de la mémoire, des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité, célébrée le 27 janvier de chaque année, et qui a pour but d'intégrer à ce travail de mémoire toutes les victimes des crimes contre l'humanité. Radio des Sans-Voix a le plaisir de vous retrouver aujourd'hui autour de ce thème souvent oublié. قالوا يا ميمتي عليه معناش اخبار ننتم اليوم وانا عايشه في النار عييت وانا صبرا قولوا شحال مازال من نهار. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir parmi nous Madame Nassera Dutour, porte-parole du collectif des familles de disparus en Algérie. Bonjour. Monsieur Aziz Hamdi, artiste et militant des droits de l'homme. Bonjour, merci pour l'invitation. Monsieur Hassan Farhati, membre fondateur de l'association SOS Disparus. Bonjour Azoul. Nous avons aussi le plaisir de recevoir Monsieur Fers Bethouch, vétérinaire de fonction et militant des droits de l'homme, adhérent à Amnesty International. Bonjour. Cette journée de la mémoire devra faire prendre conscience que le mal absolu existe et que le relativisme n'est pas compatible avec les valeurs d'une république. Nassera Dutour, vous êtes la mère d'Amin, disparu alors qu'il n'avait que 21 ans. C'était il y a exactement 21 ans, jour pour jour, le 30 janvier 1997. Vous avez fondé le CFDA et vous en êtes le porte-parole des familles de disparus. Vous avez ensuite fondé SOS Disparus, basé à Alger, Oran et Constantine. Que ressentez-vous aujourd'hui, Nassera? Faut-il montrer que l'horreur s'inscrit dans une histoire qu'il convient d'approcher avec méthode, sans dérive ni erreur? Ce que je ressens aujourd'hui, quand on me parle du 30 janvier 1997, j'ai l'impression que je retourne au 30 janvier 97 et d'un côté ça me paraît tellement loin et d'un autre côté ça me paraît que j'ai l'impression que c'était hier. J'ai envie que ce soit encore hier pour être sûre de retrouver mon fils, mais 21 ans plus tard, c'est lourd à porter. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que c'est que 21 années à chercher son fils, à ne pas savoir, à espérer le revoir, à sursauter dès que le téléphone sonne, à sursauter dès que quelqu'un vient frapper à la porte, surtout si c'est le soir, à être dans l'attente, toujours dans le doute, dans l'attente, dans l'espoir, le désespoir, envie de pleurer, se cacher pour pleurer. Et la rage, la colère, le sentiment d'impunité, l'impuissance, être impuissant, ne pas savoir comment on peut faire disparaître un être humain. Et malheureusement, ils sont nombreux comme mon fils et ils ont fait disparaître. Quand je dis il, c'est pas disparu, il est parti un beau matin parce qu'il en avait marre de l'Algérie ou qu'il a pris la barque. Non, c'était un garçon qui avait envie de vivre. Bien sûr, il voulait prendre la barque, mais on attendait le visa parce que moi j'habite en France et il devait venir me rejoindre, mon fils. Mais malheureusement, il a été arrêté, il a été raflé en bas de l'immeuble. Et depuis ce jour-là, je ne sais plus ce qu'il est devenu. Et j'ai découvert l'horreur dont on parle là, dont vous venez de me parler, cette horreur qui dépasse l'entendement. Dans la recherche de mon fils, j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses. J'ai rencontré des mères, j'ai rencontré des pères, j'ai rencontré des frères qui étaient à la recherche de leur fils, de leur chair, de leurs proches. Et qui étaient tous comme moi dans le doute et qui étaient persuadés de retrouver leurs enfants. Mais voilà, 21 ans plus tard, je suis toujours à la recherche de cet enfant que j'ai mis au monde il y a 42 ans, en 1975. Et il avait 21 ans, il venait d'avoir octobre 96, il venait de faire 21 ans. Donc janvier, il avait 21 ans et 3 mois. Il avait envie de vivre, mais ils l'ont pas laissé vivre. Et ce qui est plus dur aujourd'hui, c'est que le désespoir, ça a fait place à l'espoir, puisque je me dis qu'après 21 ans, est-ce qu'il va revenir vivant? Est-ce qu'il a vécu toutes ces années? Même s'il n'a pas tué s'il n'est pas mort sous la torture, il serait mort de maladie, il serait mort de froid, il serait mort, je sais pas. En tant que mère, je continue à espérer qu'il revienne, mais en tant que militant des droits de l'homme, je me dis qu'il faut se rendre à l'évidence que c'est fini. Mais bon, on continue le combat et le combat pour nous n'est pas fini. Même si nous devons retrouver que des ossements, que des restes, nous retrouverons les restes et nous les enterrerons et puis nous aurons enfin la chance d'avoir une tombe et d'aller se recueillir sur cette tombe et de pleurer une fois pour toutes. Je rappelle que des milliers de familles sont touchées par la disparition forcée durant la décennie noire en Algérie. Le Conseil national des droits de l'homme, qui est un organisme gouvernemental de droits de l'homme,
parlent de 8023 cas de disparus et d'autres sources parlent d'environ 20 000 cas d'enlèvement. Hassan Farhati, vous êtes le frère aîné de Mustafa Farhati, disparu depuis le 28 mai 1998. Il était âgé de 26 ans. Vous êtes représentant des familles de disparus en Algérie et un infatigable militant des droits de l'homme. Vous avez annoncé votre envie d'écrire un livre sur votre expérience. Votre mère a longtemps milité contre l'impunité et l'oubli. Dans une interview accordée à la radio, vous dites qu'aujourd'hui, elle a oublié le nom de son fils à cause de son âge avancé. La lutte contre l'oubli peut-elle même déboucher sur les abus? En effet, un oubli peut en provoquer un autre, d'où la nécessité d'un vrai travail de mémoire. Est-ce cela qui vous a donné cette envie d'écrire pour perpétrer la mémoire? De toute façon, on vous remercie de nous avoir donné cette opportunité pour reparler du dossier de la disparition forcée. On vous remercie. Le chiffre, il est peut-être plus grand que ce que disait l'État algérien, donc on ne peut pas s'étaler sur là. L'oubli, on ne peut pas oublier. Même l'État algérien, actuellement, il est en train de faire la mémoire des anciens de la guerre de libération. Même eux, ils savent qu'on ne peut pas oublier. Même le pouvoir algérien sait qu'on ne pourra jamais oublier nos chers. Revenons à ma mère. Ma mère que j'ai interviewé hier, je lui ai fait une petite vidéo de quelques minutes. Elle ne peut pas oublier, elle n'a pas oublié. Elle me dit que je fais semblant d'oublier. Est-ce que mon fils il était toujours vivant? Ce qu'elle m'a dit hier. Comment pourrais-je oublier quelqu'un que je chéris pendant 26 ans, je l'ai enlevé avec des souffrances, parce que vous savez, les années 70, comment la famille algérienne elle vivait dans une situation catastrophique, donc après, ils viennent, ils le prennent sans donner la vérité à la famille pour faire le deuil ou quoi que ce soit. Donc nous, ce qu'on demande, nous, les familles de disparus ou les représentants des familles de disparus, que ce pouvoir, que déjà indirectement, il reconnaît qu'il y a des crimes, ils ont commis des crimes contre l'humanité. On regarde dans les débats qu'ils font dans la télévision algérienne, ils ont peur de parler de la décennie noire. On lance un appel maintenant dans votre radio. Si vous êtes vraiment digne de ce pays, on veut faire des débats sur la décennie noire. On veut des débats sur la décennie. On ne peut pas oublier quelque chose. 20 ans, ils vont partir comme ça. 25 ans, ils vont partir comme ça. Non. Et le combat des familles disparues, ils ont donné une gifle à ce pouvoir. Des vieilles, comme ils disent eux, illettrés, mais ils ont dans la tête. Ils sont restés dans le combat pendant 25 ans. Ils demandent toujours la vérité sur le sort de leur chair. Ils militent pacifiquement, pas anarchiquement. Donc ils nous ont donné une leçon de militantisme. Si vieille-là que Bouteflika a déclaré, vous m'avez fait honte dans la vie. C'est une honte. Nous, on n'a pas honte de le dire. On veut la vérité et la justice, que cet État doit reconnaître ces crimes. Aziz Hamdi, vous êtes militant des droits de l'homme et aussi artiste. Vous avez dédié une chanson aux mères du disparu à l'occasion de la fête des mères en 2014. Un travail interdisciplinaire. Par la chanson, vous dénoncez des violations des droits de l'homme. C'est difficile de témoigner, d'en parler sur ce sujet après tout ce que j'ai entendu maintenant. C'était un devoir. J'ai accompagné cette mouvance politique et artistique pendant des années déjà. Après, j'ai rencontré Hassan en 2013. J'ai rencontré Hassan, il m'a parlé un petit peu de la cause et j'ai tout de suite porté cette cause. Donc, en étant artiste, je peux dire ça comme ça. Je sais que c'est très prétentieux de ma part de le dire, mais c'était tout de suite. Il m'a parlé de la cause tout de suite. J'ai décidé d'écrire cette chanson et croyez-moi que les mots ils sont tombés tout de suite. J'ai pas vraiment fait de grands efforts pour écrire cette chanson parce que j'ai senti cette souffrance. Parce que, en rapport avec ma grand-mère aussi, qui est maman de disparu, c'est dans un autre contexte, parce que mon oncle est porté disparu durant la guerre de libération, était porté disparu en 1960, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a toujours ma grand-mère qui attend devant la porte qu'il revienne un jour. Donc je compatis, je ressens cette douleur, et je pense que j'ai fait un petit geste comme ça pour être solidaire avec ses mamans, avec ses frères, avec il y a des enfants aussi qui ont perdu leurs parents. Voilà, je pense que ce n'est pas un sacrifice de ma part et ce n'est qu'un devoir. Préoccupé par la multiplication des disparitions forcées ou involontaires dans diverses régions du monde, l'Assemblée générale de l'ONU a fait du 30 août la journée internationale des victimes de disparitions forcées. Fers Boudahouch, vous êtes vétérinaire de fonction, militant des droits de l'homme, adhérent à Amnesty International. En Algérie, des voix s'élèvent
dans la société pour affirmer que la politique de réconciliation nationale n'a pas permis de régler le dossier et d'établir la vérité, à l'instar du CFDA et de SOS Disparus qui se saisissent de cette journée par leur détermination pour faire la lumière sur le sort des disparitions forcées et lutter contre l'impunité. Quelle fut votre lecture pour cette charte pour la paix et la réconciliation nationale? Tout d'abord, on regarde un peu vers l'arrière. La réconciliation, la charte de la réconciliation et de la paix en Algérie, c'est un échec. C'est sans discussion, puisqu'on ne peut pas avancer comme ça dans le flou. Pour réconcilier, il faut qu'on se réconcilie avec tout le monde. Les gens qui sont disparus forcément et qui sont arrêtés par les ordres de la force public, aujourd'hui on entend les témoignages, on ne sait ni sont morts ni sont vivants. Donc ils sont disparus forcément, ce sont dans des prisons, en exilé, on ne le sait pas toujours. Donc cette réconciliation qui doit être corrigée, si on le qualifie de correction, puisqu'on doit se réconcilier avec toutes les victimes. Les disparitions forcées qui ont aujourd'hui qui contiennent des chiffres non négligeables. Donc la réconciliation algérienne, c'est un échec et le problème de la disparition forcée est une tache noire dans l'histoire algérienne. Aujourd'hui, si on parle de la démocratie dans un pays démocrate, on ne peut pas construire une démocratie sur du flou comme ça, donc on doit revoir tout ça pour parler d'abord de la réconciliation. Si je peux me permettre de rajouter sur cette charte, parce que ça nous tient beaucoup à cœur, dès que nous avons appris l'existence du projet de cette charte, nous avons à l'association SOS Disparus CFDA mené une grosse campagne contre cette charte. Nous avons alerté l'opinion publique nationale et internationale contre cette charte, parce que dès le départ nous avions vu ce qui était, et nous avons lu surtout, nous avons vu et nous avons compris que cette charte c'est une honte, c'est une gifle. C'est une gifle que tous les Algériens ont reçue, soi-disant réconciliation, mais ce n'est pas, c'est encore une énième amnistie, cette charte. On l'a vu tout de suite. Non seulement c'était la continuité de la concorde civile en 1999, qui était une amnistie envers les groupes armés islamistes qui soi-disant rendaient les armes et qui n'avaient pas commis de crimes et qui n'avaient pas commis de vol, de viol, ni d'attentats à la bombe, ni de massacres collectifs. Mais on a vu des grands émirs revenir et avec les honneurs. Et qui ont toujours les honneurs, des émirs qui ont emmené des milliers de jeunes au maquis, qui sont reçus, ces émirs-là sont reçus à la présidence pour la consultation de la constitution algérienne. C'est un document de honte, qui nous fait honte, parce que c'est un déni de justice d'abord, c'est un déni de vérité, c'est un déni de justice, et c'est l'impunité totale, cette charte. Non seulement cette fois-ci, cette charte est la continuité, comme je viens de dire, de la concorde civile, mais cette fois-ci, elle vient amnistier les agents de l'État, entre guillemets, qui ont dignement sauvé la nation. L'article 45 des textes d'application de cette charte dit « Nul n'a le droit de déposer plainte contre les agents de l'État qui ont dignement sauvé la nation ». Donc ça veut dire que moi, en tant que victime, et quelle que soit la victime, je n'ai plus le droit d'aller m'adresser à un tribunal. Bien que nous nous adressons aux tribunaux quand même, par le passé, il n'y a eu de réponse. Quand on a des réponses, c'est des non-lieux. Mais là, en plus, on nous interdit à nous, Algériens, de nous adresser à la justice algérienne. Et non seulement ça, l'article qui suit, qui est l'article 46, nous menace de prison quiconque, par un écrit ou une déclaration au niveau international, ternit l'image de son pays au niveau international, au national ou international, est passible de 3 à 5 ans de prison. Donc non seulement je n'ai pas le droit de m'adresser à la justice, mais aussi je suis passible de prison. Je peux aller en prison parce que je dénonce les disparitions forcées. Donc nous avons mené cette campagne pour interpeller l'opinion internationale, mais le président a présenté ça comme un document de paix. Quelle est la paix? La paix était revenue déjà avant. On avait la paix déjà commençait à avoir un petit bout de souffle, à souffler un petit peu à partir de 98-99. Quand il est venu, c'était déjà, il y avait eu la trêve de 96. Donc 99 avec la concorde civile, il n'a fait qu'accorder l'impunité à des criminels. Et c'est quoi la paix? C'est une charte qui a été imposée. Il a réconcilié qui avec qui? On a été assis autour d'une table, victimes, bourreaux, et malheureusement j'espère ne jamais arriver là, voir les bourreaux qui ont tué mon fils en face de moi. C'est terrible hein, quand j'y pense, mais normalement en réconciliation, on met toutes les parties qui sont au cœur du conflit, on les met ensemble, on fait la réconciliation. Nous, on nous a imposé, taisez-vous, sinon vous allez en prison. La charte alternative pour la vérité, la paix et la justice, rédigée par la coalition des associations des victimes des années 90, propose des mesures favorisant une solution juste et adéquate pour
toutes les victimes du conflit des années 90. Quelles sont donc ces solutions que vous proposez dans cette charte? Après que la charte fut adoptée, nous avons créé d'abord une coalition des associations des victimes des années 90. On appelait ça la coalition des associations des victimes des années 90 avec Jezairona et Somod, qui sont des associations de victimes de terrorisme. Et nous, ensemble, nous avons mené déjà plusieurs actions. Nous avons fait du plaidoyer à Genève. Tous ensemble, nous avons fait plusieurs actions. Et nous avons décidé de rédiger cette charte qui a été adressée à la présidence, aux différents ministères, à la Commission nationale des droits de l'homme et tout ça. On n'a jamais eu de personne de toute façon, on nous ignore complètement. Alors c'est pas seulement le déni de justice, c'est le déni de l'existence même de l'être humain, de nous-mêmes. Et dans cette charte, nous demandons qu'il y ait un établissement de la vérité, qu'il y ait une réparation à hauteur du préjudice subi. Tout ce qu'on peut demander, c'est que les bourreaux soient traduits en justice. Nous ne pouvons pas accepter que des criminels aujourd'hui soient mieux considérés que des citoyens qui ont vraiment servi leur nation dignement. En Algérie, les estimations parlent de plusieurs milliers de victimes de disparitions forcées. Un des principaux fronts ouverts est celui de l'exhumation des corps enfouis dans les fosses communes et des 3000 personnes enterrées sous X à El Alia. Le concept de crime contre l'humanité apparaît pour la première fois en tant que notion proprement juridique en 1945. Hassan Farhati, la disparition forcée est un crime contre l'humanité. C'est un crime imprescriptible par sa nature, c'est-à-dire que les auteurs peuvent être jugés sans aucun délai dans le temps. Est-ce que cela vous soulage? C'est tout à fait normal que la disparition forcée, c'est un crime contre l'humanité. En 2004, quand on a été invité à participer au TPP qu'on a fait en France le mois de novembre 2004 en France, ce groupe a condamné l'Algérie, crime contre l'humanité, le fléau de la disparition forcée. Donc notre combat, c'est de continuer de revendiquer notre droit. Maintenant, si on revendique les tombes sous X qui sont à l'Alien, si l'État a déclaré en 2003 qu'il y a 3300, donc peut-être le chiffre il est en double, on peut dire double ou triplé. Ce qu'on demande à cet État-là d'ouvrir ces tombes, trouver une solution pour soulager, on peut dire jusqu'à 20 000 familles. On peut multiplier les 3300 qu'ils disent eux. Si chaque famille il y a 5 personnes, donc le chiffre il est énorme. Ce qu'on demande actuellement, c'est les charniers aussi. Il faut ouvrir. Ils disent que la réconciliation elle est acquise. Donc si la réconciliation elle est acquise, on est en 2018, on demande que au moins faire soulager les familles. Au moins on va pour avancer. Nous on ne peut pas tourner les pages comme ça. On ne doit pas tourner, on doit continuer notre combat pour la vérité et la justice. Et que l'État algérien, c'est un crime contre l'humanité. Elles reconnaissent. Et voilà, qu'elles reconnaissent c'est un crime contre l'humanité. Et nous, on est entré dans l'histoire de ce pays. Le parcours de ces managers, je répète et je le redis, ils sont entrés dans l'histoire de cette Algérie. Nous, en tant que responsables des familles des disparus, on ne doit pas oublier, surtout contre l'oubli, de ces mamans et de ces parents qui sont décédés là. Donc on doit de temps en temps rebobiner et de penser à eux. Afin de perpétrer la mémoire, vous avez au sein de SOS Disparus et du CFDA organisé des journées contre l'oubli. Une semaine d'expositions, de rencontres et de débats. Un rapport sur les disparitions forcées qui ont eu lieu en Algérie de 1990 à 2000 et des témoignages de familles de disparus a aussi été réalisé par ces deux associations. Ce rapport porte le titre « Les disparitions forcées en Algérie est un crime contre l'humanité ». Ce rapport démontre, à base de témoignages de familles de disparus, enlevés par les agents de l'État ou par les groupes terroristes, que les disparitions forcées durant la décennie noire réunissent les critères conduisant à la qualification de crime contre l'humanité. Le document raconte aussi les conséquences des disparitions sur les familles, la douleur, la destruction de familles et la peur. Nassera Dutour, ce rapport a été envoyé au groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées. Qu'en est-il des autorités algériennes? En fait, ce rapport a été aussi envoyé aux autorités algériennes. Il a été envoyé, comme on fait toujours, quand on rédige un rapport et qu'on publie un rapport ou autre document, comme les mémorandums on a déjà rédigé plusieurs mémorandums. On l'envoie à la Commission nationale des droits de l'homme et à la présidence, différents ministères, au moins le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. On l'a envoyé aux ambassades.
On a fait une campagne de plaidoyer à Genève auprès des instances internationales de l'ONU. On a été à la Commission africaine, on a fait du plaidoyer aussi à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples en Gambie, donc comme on fait toujours. C'est pour revenir sur le crime contre l'humanité. Le crime contre l'humanité est effectivement imprescriptible. Et dans ce rapport, nous avons voulu démontrer que la disparition forcée en Algérie, pendant cette décennie, j'aime pas dire la décennie noire ou rouge, où il y a souvent des débats entre nous, les associations, sur la couleur. La décennie 90 n'a pas de couleur. Ça a été, c'est un drame qu'on ne souhaite à personne de vivre. Pas malheureusement, il y a des pays qui le vivent. On peut pas définir ce drame. C'était le summum de l'horreur. C'était inimaginable. C'était l'enfer pendant toute une décennie, et c'est la décennie 90. Donc nous avons voulu démontrer que la disparition forcée est un crime contre l'humanité en Algérie, qui a été pratiqué en Algérie, est vraiment un crime contre l'humanité, parce que l'article 5 et le statut de Rome aussi, l'article 7 du statut de Rome, définissent le crime contre la disparition forcée comme crime contre l'humanité quand elle est systématique et généralisée envers une population ciblée. Donc plus de 8000 disparus. Donc le chiffre aujourd'hui officiel est de 8023 disparus en Algérie. C'est le chiffre officiel, c'est pas nous qui l'avons sorti. Quand on avait dit qu'il y avait 3000 déjà dans les années 2000, on avait déclaré qu'il y avait 3000 disparus en Algérie. On m'a traité dans la presse de folle. Aujourd'hui, les autorités elles-mêmes déclarent aux Nations Unies qu'il y a 8023 personnes qui ont été indemnisées. Donc ça veut dire qu'il y a 8023 personnes, familles de disparus. Donc si c'est 8000 personnes qui ont disparu sur le niveau au territoire national, nous avons aussi analysé la fonction, l'âge, pour mettre en valeur les causes à effet aussi, pour expliquer que effectivement en Algérie c'était vraiment contre une population, que c'était systématique, puisque c'était tous les jours, et surtout c'est monté en pic en l'année 96 et c'est redescendu, ça a commencé à redescendre après. C'était systématique et c'était contre une population bien ciblée. Donc la disparition forcée en Algérie était bien un crime contre l'humanité, et le crime contre l'humanité est imprescriptible. Donc ça veut dire que je peux porter plainte à tout moment, quelle que soit la période, si on se donne dans le temps, à laquelle a été effectuée cette disparition. Forcé. Quand on dit forcé, ça veut dire forcé ou involontaire, ça veut dire que ce sont des personnes qui ont été arrêtées par les forces de l'ordre et que les forces de l'ordre ont fait disparaître. Et bien que M. Forsantene, en 2005, avait déclaré le chiffre de 6046 personnes disparues du fait des agents de l'État, ça a été une première reconnaissance pour nous, mais, et bien sûr, il y a toujours un mais, quand ça vient de la part des autorités algériennes, il y a toujours le mais malheureusement, mais ces agents ont agi individuellement. Si je reprends les termes exacts de 2005, ce sont des agents isolés qui ont désobéi à leur chef. Donc il y a 6146 personnes qui ont désobéi à leur chef en Algérie, et Dieu sait quand ils viennent arrêter quelqu'un, et c'est pas une seule personne qui vient, c'est tout un attroupement, et quand c'est pas les forces combinées, les militaires, les gardes communaux, les gendarmes, la police, la brigade antiterroriste, tout le monde s'y met quand ils viennent arrêter quelqu'un, que ce soit de jour comme de nuit. Donc si on multiplie 6146 par disons 5-6 personnes qui sont venues au moins, là je veux pas amplifier. Donc qu'est-ce que c'est que ce pays? Samtene rajoute aussi que le premier absent c'était l'État. Oui, je veux bien le croire. C'était l'État. Il y a eu un État dans l'État. Comme aujourd'hui, il y a toujours un État dans l'État, parce que nous ne savons pas qui nous gouverne. Nous ne savons pas si c'est le président, si c'est un groupe opaque, si c'est des militaires, si c'est on dit. Tout ce qu'on sait dans ce pays, c'est on dit, on croit que, on veut bien croire que, et tout ça. Mais tout nous régnons dans l'opacité totale depuis l'indépendance à aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'avancée dans ce pays. Parce que beaucoup de personnes ont perdu des proches. Parce que beaucoup sont pleins de reproches, parce que beaucoup n'ont pas compris son absurdité, tout simplement. La décennie noire, celle de la guerre civile entre deux clans qui se disputaient, le pouvoir en Algérie demeure encore aujourd'hui un sujet tabou et douloureux. Pour clôturer ce débat, dites-nous en un mot, brièvement, Hassan Farhati, comment est-ce que la barbarie s'installe dans une société et habite tout? C'est une catastrophe. De toute façon, s'il y a une barbarie chez nous, donc c'est une catastrophe, parce que la barbarie, elle y est toujours. Parce que quand on voit le peuple algérien, comment il réagit actuellement, donc vraiment, c'est un mot. La barbarie, c'est pas... Donc, quel cas psychologique on est dans nous, là, les citoyens algériens actuellement, quand on voit l'Algérie actuellement, Alger aussi.
Alger, surtout Alger actuellement. Là on marche, là on va, c'est comme on va revenir aux années 90. On doit avancer, on doit travailler pour arriver à un état de droit. Seul impossible, ensemble possible. Monsieur Betrouche, en Algérie, seul le pouvoir croit en une réconciliation réussie? Effectivement, que le pouvoir que le croit, puisque la douleur, le pouvoir ne partage pas la douleur que partagent ces victimes et leurs familles. Jusqu'à présent, nous assistons à des répressions des familles des disparus presque hebdomadairement, chaque mercredi. Les familles des disparus, je pense personnellement, ce sont les symboles de la résistance. Chaque mercredi depuis la décennie noire, que je le qualifie vraiment de noire, ils font des sit-ins chaque mercredi, donc ils revendiquent le droit à la vérité. Ils ne demandent ni des trucs matériels, ni de rien du tout, que avoir leurs enfants et rentrer chez eux. Tout comme l'histoire, l'art continue à faire avancer la démocratie en Algérie? Bien sûr, écoutez, l'art ou les artistes en général sont à l'avant-garde de toute une société. Et l'art depuis longtemps était l'alternative, était là pour exprimer ce que le politique n'a pas réussi à faire. Écoute, en Algérie, par exemple, si on voit que des hommes d'art et de culture, à l'image de Kateb Yassine, de Matoub, de Slimane Azem, etc., qu'ils étaient forcés à un certain moment de quitter le pays ou menacés carrément. Il y a d'autres qui ont vécu des moments difficiles dans des mauvaises conditions, emprisonnés ou torturés ou autres. Donc on voit que l'impact de l'art ou l'action culturelle ou l'expression culturelle dans une société, et je profite un petit peu l'occasion pour faire un petit crochet. Tout à l'heure en parlant de barbarie, aujourd'hui il y a toute l'Algérie qui est encerclée, qu'on vient de qualifier Hassan, des protestations de partout, tous les plans et tous les secteurs, que ce soit économique ou sur le plan social qui souffrent actuellement. Il y a des crises partout, des protestations partout. Et même les étudiants, ce qui est catastrophique. Les médecins, c'est honte. Mais maintenant, un secteur pareil qui est paralysé depuis 10 jours devant un état autiste. Je sais pas. Et au moment où des gens qui font des marches à la capitale pour des clubs de football, des supporters du club de football, ils font des marches à la capitale pour saccager tout et ils sont autorisés. Ça, j'arrive pas à comprendre. Ils disent que les marches à Alger ou les protestations, tout rassemblement est interdit. Et en même temps, il y a des clubs de football qui font des marches chaque semaine, mais personne ne les dérange. Donc voilà, on vit dans l'opacité totale. Monsieur Fels Boudahouch, est-ce que au sein d'Amnesty International, vous avez élaboré ou vous avez des projets pour renforcer le travail des associations, le travail des familles de disparus? Oui, je pense que les familles des disparus, leur cause est une cause purement humanitaire. Donc, et comme Amnesty travaille sur les droits humains, donc automatiquement elle a adopté le projet d'Amnesty. Non seulement Amnesty, comme je suis aussi membre de Jil Jadid, Jil Jadid travaille avec ces associations qui ont un projet vraiment qui concerne vraiment l'histoire de l'Algérie, de la mémoire algérienne. Donc elle a adopté aussi tous ces projets. Ma question est pour Monsieur Hassan Farhati et Madame Nassera Dutour. Changer le monde nécessite un travail de mémoire? On s'y emploie. On ne fait que ça, travail de mémoire. On veut changer le monde, c'est pour ça qu'on s'emploie à préserver la mémoire. Nous avons déjà à Oran, nous avons créé le centre de recherche pour la préservation de la mémoire et l'étude des droits de l'homme. Et on y trouve une documentation assez riche sur les mécanismes de protection des droits de l'homme, sur les internationaux et régionaux, sur la justice transitionnelle, mais on y trouve aussi des dossiers des disparus. Vous venez à notre siège aussi ici à SOS Disparus, nous avons constitué plus de 5000 dossiers individuels de personnes disparues avec le témoignage de la famille, la photo, l'extrait de naissance du disparu, sa photo, tout son état civil, le témoignage, toutes les démarches que la famille a effectuées pendant toutes ces années et qu'elle continue à effectuer. Nous avons créé un site, un mémorial virtuel, c'est sur internet, un site qui s'appelle le Mémorial des disparus en Algérie, où vous pouvez trouver toute la presse qui parle des disparitions depuis les années 99 et j'ai des fiches individuelles
de personnes disparues avec toutes les circonstances de sa disparition forcée, de sa disparition, oui, et sa photo et tout ça. Donc nous employons à travailler sur la mémoire, les rapports au mécanisme onésien, tout ça est public et vous pouvez les consulter dans nos locaux. Donc la mémoire est très importante parce que, comme disait Hassan tout à l'heure, nous sommes entrés dans l'histoire, malheureusement, l'histoire de l'Algérie, genre de l'Algérie contemporaine, malheureusement, du 21e siècle. Nous sommes entrés dans l'histoire et nous avons marqué l'histoire et nous continuerons à marquer l'histoire. Parce que ce qui est écrit, personne ne peut l'effacer. Voilà ce que je continue ce que l'a dit Nassera pour l'histoire, la mémoire, il faut la faire. C'est à cause de ça on a créé des pages YouTube pour laisser quelque chose pour le futur, pour nos enfants, pour les petits-enfants, plus tard. Il y a beaucoup de parents de disparus qui sont partis. Heureusement qu'on a leur enregistrement, donc on peut les utiliser plus tard pour montrer que les parents de disparus sont entrés dans l'histoire de ce pays. On est en train de préparer un autre film. Dieu merci que les associations commencent à adhérer à notre travail. On va faire un film avec les victimes de la décennie noire, comme a dit Nassera. On va le faire ensemble. On ne sait pas comment faire, mais on est en train de préparer quelque chose. Il y a beaucoup de militants qui sont pour nous aider là, pour trouver quelque chose, pour trouver le temps, simplement c'est le temps qui nous est vraiment très cher. Comment on va le faire, comment le partager, parce que chaque association doit prendre un peu de temps, 15 minutes ou 20 minutes, parce qu'un film documentaire, on sait à faire 56 minutes. On va se voir ces jours-ci pour finaliser peut-être avec ces militants, comment on va faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Quelles sont les questions à poser? On doit les laisser pour quelque chose pour le futur. Nous, les familles de disparus, on a 3 films maintenant. Il y a une chanson pour Amine. Mon film, c'est Au sont-ils? Même pour le livre. Le livre, on dit aux familles d'écrire. Essayez d'écrire. Essayez d'écrire. En Algérie, on a un problème. On a un problème que les gens ne s'intéressent pas à l'histoire. Il y a des gens qui s'intéressent, mais on ne sait pas. Ils ne sont pas venus nous voir pour écrire la mémoire, surtout que nous intéresse, nous, les familles des victimes, c'est de laisser quelque chose pour le futur. Pour nos enfants, nos petits-enfants. Demain, moi, je vais partir, Nasser va partir, et les autres vont partir. Mais on a laissé quelque chose. Comme il a dit Aziz, mon grand-père, il est disparu pendant la guerre de libération. Il est disparu en janvier 56, avec son frère. Nous, nos parents, ils n'ont pas écrit leur histoire. C'est maintenant qu'on commence, nous, les petits-enfants, on va faire quelque chose pour eux. On n'a ni faute, on n'est rien du tout, on n'a rien. Simplement, quelques tests, quelques histoires. Donc la mémoire, c'est quelque chose de formidable, on doit la laisser, on doit l'écrire. On doit l'écrire. Parce que nous, ce que je l'ai dit tout à l'heure, nous, on va partir, mais on doit laisser quelque chose pour le futur. Un héritage. Voilà. Un héritage. Merci, M. Frati. Merci, Nassera. Merci, Aziz. Merci, Monsieur Boudaouch. Nous allons écouter maintenant une chanson que Aziz Hamidi a dédiée aux mères de disparus à l'occasion de la fête des mères. Ben oui, avec un énorme plaisir. وليدي طاح الليل ما جاش للدار قالوا لي رفدوه مكتف مغمض البصار مشيت نادي في دار الكوميسار قالوا يا ميمتي عليه معناش اخبار انت من اليوم وانا عايشه في النار عييت وانا صبرا قولوا شحال مازال من نهار لو جاه النبي وليدي مازال صبي ما دارشي 20 في سنانو مازال حليبي جاه النبي وليدي مازال صبي ما دارشي 20 في سنانو مازال حليبي يوجع الكلام عليكم نوكل ربي هادوك الناس اللي سماوه إرهابي
هادو شحال من عام الفرح من داري غاب، عايشة في الوهام نستنى قدام الباب. هادو شحال من عام الفرح من داري غاب، عايشة في الوهام نستنى قدام الباب. هداك الصاير اللي يزورني يا الحباب ويقول لي يا يما وليدك راه نصاب. إذا كان مقتول قولوا لي نتهنى وخلاص، إذا كان مدفون قولوا لي واش من بلاص، إذا كان محبوس قولوا لي نكسر الحباس، إذا كان ظالم شرعوا له كيما الناس. مادامني في الحياة جامي نقطع الياس، الشدة في الله وفيكم يا أسواس. مادامني في الحياة جامي نقطع الياس، الشدة في المولى وفيكم يا أسواس. انتوما الأمل انتوما يا أسواس، انتوما الأمل انتوما يا أسواس، انتوما يا أسواس.